En premier lieu, François Damas, qui est médecin, ancien directeur du service des soins intensifs du centre hospitalier La Citadelle à Liège, auteur d'un livre, La mort choisie, paru aux éditions Mardaga en 2013 et réédité en 2020. Ce livre a reçu en 2015 un prix de la revue médicale française Prescrire. Et donc, je lui cède ma place le temps de sa conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité parmi vous cet après-midi et ce matin, parce que ce matin était tout aussi instructif. J'espère que je serai au niveau des précédents et que je susciterai votre... Oui, désolé, je n'ai pas une voix qui porte souvent. On fait souvent la remarque. Bien, j'ai préparé un petit texte pour ne pas être trop long, parce que le sujet, bien sûr, donne lieu à des digressions faciles et des exposés qui sont parfois décousus. Alors, je vais vous lire ce petit texte, si vous voulez bien, en essayant d'être un peu vivant. La grande majorité de nos contemporains voudraient mourir subitement, de préférence dans leur sommeil, sans s'en rendre compte, surtout, évidemment, sans souffrir au préalable. Cette façon de voir illustre, je pense, la peur d'affronter ne fût-ce que l'idée de la mort. Mort qui est, évidemment, écartée de nos vies le plus souvent. Cette mort doit venir nous chercher sans prévenir et sans que nous ayons à en être conscients. Pourtant, il existe aussi une image très partagée d'une mort prévisible et qui peut donner lieu à une préparation. C'est celle du riche laboureur, sentant sa mort prochaine et qui fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Tout le monde connaît cette fable de La Fontaine. C'est une représentation d'une mort beaucoup plus sereine, qui met en scène au terme d'une longue vie, bien remplie et sans doute heureuse, une personne capable de dire un dernier au revoir à ses proches avant de les quitter définitivement. Toutes les fins de vie ne se passent pas naturellement dans de bonnes conditions. On ne peut pas compter sur Dieu particulièrement pour que tout se passe au mieux. Les médecins sont devenus un peu ces représentants, on l'a cité tout à l'heure, dans notre société un peu hiérarchisée hospitalière. Heureusement, ils n'ont pas totalement hérité du pouvoir divin pour imposer aux malades, que nous sommes ou que nous serons, des parcours de soins ou de traitement sans leur accord. À cet égard, permettez-moi de revenir sur les décisions médicales concernant des traitements lourds et invasifs, susceptibles de prolonger ou de sauver des vies. La pandémie actuelle a été l'occasion, on l'a rappelé tout à l'heure, de controverses qui ne sont pas encore éteintes et qui risquent d'ailleurs de se ranimer. Je vais vous donner le point de vue du médecin que je suis avant celui du malade que je serai un jour. Et pour la clarté de mon propos, je n'ai pas de PowerPoint, je rappellerai les 4 arguments de justification d'une intervention ou d'une décision médicale. Le premier argument, c'est que l'intervention ou la décision médicale doit être faite au bénéfice du malade. Le deuxième, c'est que cette intervention ou cette décision doit avoir obtenu le consentement du malade. Troisièmement, c'est que cette décision ou cette intervention ne doit pas faire courir un risque inutile ou disproportionné au malade. Et enfin, il faut que cette intervention soit conforme aux données actuelles de la science. 4 arguments relativement simples. Et pourtant, leur application est parfois sujet, évidemment, à controverse. Comme on s'était ému d'apprendre que des médecins ou des institutions avaient refusé de prendre en charge des personnes âgées contre leur avis ou celui de leur famille pour les soigner de leur infection par le Covid-19. L'autonomie du malade
devrait s'imposer aux médecins dans les choix de traitement. Cela est vrai, mais pas totalement. En réalité, on ne doit pas mélanger ou substituer les rôles. Le malade a le droit de choisir les traitements qui lui semblent lui convenir le mieux, mais il ne peut pas se substituer à l'expertise médicale. C'est en effet le médecin qui professionnellement doit savoir ce qui peut être utile au malade, ou ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est plus. Et dans le cas d'une affection grave mettant en jeu le pronostic vital en raison d'une défaillance respiratoire, le choix d'une hospitalisation en soins intensifs, par exemple, avec les traitements invasifs par intubation, mise au respirateur, relève de l'autorité médicale et non de la volonté du malade ou de sa famille. Malheureusement, pour bon nombre de personnes âgées devenues dépendantes, qui sont dans des maisons de repos et de soins, une affection comme le Covid peut être responsable d'une infection terminale. Imposer à ces personnes déjà en déclin fonctionnel, marquées, un traitement de soins intensifs serait une très mauvaise décision, qui illustrerait parfaitement la notion d'obstination déraisonnable. En effet, ces traitements ne seraient pas susceptibles de modifier en quoi que ce soit le devenir de ces malades, qui mourraient quoi qu'on fasse. Et alors, dans un milieu hospitalier que je qualifierais d'hostile, entre guillemets, alors qu'ils auraient pu s'éteindre bien mieux dans leur lit ou leur chambre entourée par leurs soignants habituels. Il y a eu, on le sait malheureusement, un déficit majeur d'accompagnement dans beaucoup de maisons de repos et de soins à l'occasion de l'épidémie actuelle. Les meilleures conditions possibles de fin de vie pour mourir n'ont certainement pas été fournies à beaucoup de malades dans ces circonstances. Mais je reviens sur le rôle du médecin et de ses décisions. Le premier argument que je citais de justification des décisions médicales implique que ces décisions soient faites au bénéfice du malade. Et c'est malheureusement, évidemment, comment faut-il le dire, l'expertise médicale qui doit orienter les malades dans des directions qui soient encore profitables pour eux. L'autonomie du malade, en l'occurrence, est de pouvoir dire non à ce qu'on lui propose, mais ne pas pouvoir imposer quelque chose qui est devenu, aux yeux de l'expert ou du professionnel, tout à fait inutile ou disproportionné. Il ne peut pas imposer, le malade ne peut pas imposer au médecin un traitement qui donc serait à l'évidence sans bénéfice pour lui. Le principe me semble clair. Mais ce qui pose problème est la concertation, et la manière, et la concertation préalable à la décision. Ce n'est pas seulement la manière de communiquer les décisions médicales, le savoir-faire, le savoir-être du médecin. Je pense qu'il y a plus. Cette étape de concertation est souvent, en effet, court-circuitée ou bâclée, comme on peut craindre d'ailleurs que cela se soit passé pour bon nombre de cas atteints du Covid-19. En quoi doit consister pour moi cette étape de concertation ? C'est ce que j'appelle le partage du diagnostic de mort prochaine. Le médecin est l'expert du diagnostic et de la maladie, il est l'expert des traitements et l'expert aussi en matière de pronostic. Mais il doit partager au moins un diagnostic avec le malade ou son entourage, c'est celui de la mort prochaine, qui peut évidemment relever de son expertise, mais qui peut être aussi fortement influencé par les volontés du malade que celui-ci exprime, soit directement, soit via des directives anticipées, soit relayées par l'information donnée par sa famille. La mort prochaine peut être évidente lorsqu'un malade grabataire en maison de repos est atteint d'une forme grave de Covid-19. Quoi qu'on fasse, ce malade va mourir. Il faut que le médecin prononce clairement le diagnostic de mort prochaine pour que toute la prise en charge soit dès lors orientée vers une fin de vie dans les meilleures conditions possibles. Quelles sont ces meilleures conditions ? Je vous en cite 3.
Vous pouvez en trouver d'autres, bien sûr. Les trois principales, c'est assurer une fin de vie sans souffrance, ou le moins possible, faciliter la présence des proches, ce qui n'a pas été le cas, évidemment, lors de cette épidémie, faire en sorte, troisièmement, que le moment venu, l'agonie ne dure pas. Ça, c'est quelque chose de controversé par rapport à certains palliativistes, évidemment, mais je pense que c'est essentiel. Il existe bon nombre d'autres situations où les choses sont moins évidentes. Quand un malade, par exemple, refuse la chimiothérapie qu'on lui propose, ou l'intervention chirurgicale à laquelle le médecin attache énormément d'importance pour la survie du malade, l'évolution de la maladie en sera évidemment modifiée et le médecin devra tenir compte des volontés du malade et admettre éventuellement que la mort se rapproche et réorienter toute sa prise en charge pour que cette fin, je le répète, annoncée, se déroule dans les meilleures conditions possibles. C'est comme quand on arrête l'alimentation et l'hydratation chez un malade en état végétatif. Comme le malade n'est plus capable de s'exprimer, le médecin doit s'informer des directives anticipées ou de l'existence en Belgique d'un mandataire de santé. En l'absence de ces deux sources d'information, le médecin doit interroger la famille. Et dans certains cas, le malade, selon les volontés relayées par ses proches, puisque lui-même n'est plus capable de dire quoi que ce soit, ce malade va être maintenu en vie durant des périodes prolongées. Ou, au contraire, il va décéder, comme Vincent Lambert, au terme d'une procédure d'arrêt de traitement. Le diagnostic de mort prochaine n'appartient pas exclusivement au médecin. Il s'agit bel et bien d'un diagnostic partagé. Cette notion reste encore tout à fait neuve pour pas mal de mes confrères. Elle est aussi méconnue des malades et de leurs familles. Ce que je voudrais souligner, c'est la nécessité du dialogue et de la co-construction des derniers parcours de vie entre les malades et leurs familles d'une part, et les médecins et équipes soignantes d'autre part. Et contrairement aux souhaits de nos contemporains de vouloir mourir subitement, sans devoir y penser, sans devoir y réfléchir, il paraît aujourd'hui bien nécessaire de parler de sa mort avant qu'elle ne soit là. La rédaction de directives anticipées est évidemment un bon conseil. La désignation d'un mandataire de santé me semble aussi très utile. Mais cela ne me semble pas suffisant. Il est vrai que nous restons démunis face aux maladies neurodégénératives, par exemple, qui nous font perdre nos facultés. C'est la grande crainte de nos contemporains. Tant que nous sommes lucides, pourtant, et en possession de nos moyens, nous pouvons influencer dans le bon sens les décisions qui nous concernent. Mais comment faisons-nous ? Quel meilleur moyen choisir pour éviter des traitements ou des hospitalisations que nous ne voudrions plus ? Rédiger les directives anticipées ? Désigner un mandataire de santé ? Pourquoi donc, si nous sommes encore vaillants sur le plan intellectuel ? Je voudrais simplement insister sur ce point. La moitié des décès en Belgique concernent des personnes âgées de plus de 85 ans. Nous avons une chance sur deux de mourir au-delà de cet âge. Et au-delà de cet âge, inévitablement, nous pensons à la fin de notre vie. Inévitablement. Il me semble essentiel de mettre à profit cette période pour établir un lien, on l'a cité tout à l'heure, un lien d'alliance avec son médecin de famille. C'est ça le rôle, je pense, majeur, et la tâche majeure à se fixer. C'est une étape qui paraîtrait évidente, mais qui est très souvent ignorée. J'ai une consultation sur la fin de vie à laquelle de nombreuses personnes âgées viennent me trouver. La majorité d'entre elles sont inquiètes de leur avenir, mais n'en ont jamais parlé avec leur médecin traitant. Beaucoup de médecins, par ailleurs, n'ont pas le temps de s'occuper, d'anticiper les décisions. Ça ne les intéresse pas. Et pourtant, en parler posément est pour moi la manière la plus intelligente d'envisager l'avenir.
et de baliser un futur parcours que l'on privilégierait. Construire une vraie alliance avec son médecin de proximité est pour moi la meilleure stratégie anticipée à suivre, car rédiger des directives anticipées ou désigner un mandataire de santé est sûrement... Oh, excusez-moi, je reprends ma trace. Oh. Le jour où nous ne pouvons plus nous exprimer clairement, nous dépendrons d'autrui, en effet, pour faire valoir nos volontés. Nos volontés auront bel et bien être rédigées de manière la plus explicite. Elles dépendront encore de la lecture qu'en fera le médecin et de sa bonne volonté ou non de les appliquer. Dans ces conditions, le mandataire doit avoir aussi comme mandat, non pas d'imposer une décision plus ou moins pertinente, mais de co-construire avec le médecin et l'équipe soignante le dernier parcours du malade. C'est valable pour les mandataires, c'est valable pour chaque membre d'une famille confronté à la fin d'un proche. J'appelle donc à une culture du dialogue et de la concertation. Cet appel s'adresse aussi bien aux professionnels de santé et qu'aux futurs malades et à leurs familles. C'est vraiment mon principal message. Je m'aperçois que je n'ai pas prononcé encore le mot euthanasie. C'est pourtant un exemple radical de la reconnaissance par le médecin de la voix du malade. La loi sur l'euthanasie nous a donné la possibilité de vivre des exemples radicaux, justement, de décisions qui ne relèvent que du malade et pas du médecin. Après un travail de concertation et de co-construction, le médecin consent à la décision du malade. Cette co-construction implique aussi, normalement, c'est à conseiller, tous les proches de la personne malade. C'est un vrai changement de perspective, puisqu'autrefois, c'était la sollicitude bienveillante, comme l'a dit André Poquet, et paternaliste du médecin qui s'imposait à tous. Ce n'était pas toujours inadéquat, mais régulièrement, ça laissait quand même la situation un peu bancale. Nous apprenons en tant que professionnels à partager notre point de vue avec la personne la plus concernée, qui est le patient lui-même. La comptabilité des actes euthanasiques montre que cet acte ne concerne qu'une minorité des malades qui meurent, environ maintenant 3% des décès. Pourtant, cet acte concerne bien davantage de malades qui en ont parlé, mais qui n'y recourent pas pour finir. Ça concerne bien plus que 3%. Il influence cet acte, l'attitude des soignants vis-à-vis de la mort. Il a modifié significativement la manière dont les médecins abordent les autres décisions médicales de fin de vie, comme les arrêts de traitement ou les accompagnements médicamenteux, et qui concernent bien plus de malades, puisque nous atteignons, dans certaines séries, jusqu'à 40% des décès. Ça, c'est beaucoup plus que 3% d'euthanasie, où l'implication du médecin ou de la décision médicale importe et influence d'ailleurs le moment de mourir. 40 000 morts donc par an en Belgique. Dans le Nouveau Testament, on peut lire un conseil. Soyez toujours prêts, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. On demande à un malade qui choisit l'euthanasie d'être capable de choisir son dernier jour et sa dernière heure. Il doit être capable de fixer lui-même son dernier rendez-vous avec son médecin et avec ses proches. Je crois que le malade d'aujourd'hui ne fait pas injure à Dieu. Il ne contrevient pas à une injonction divine. Au contraire, au terme de la procédure qu'il a lui-même entamée, il se déclare prêt à partir. Il a fermé toutes ses valises, il a dit adieu à sa famille, il part pour son dernier voyage, apaisé et serein. Jean de La Fontaine ne pouvait pas savoir que sa fable pourrait avoir des applications dans la réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça fait coup, hein, c'est bon. Je ne sais pas minuter, je n'ai même pas de mots. Voilà, je vais prendre mon GSM pour un peu planifier l'après-midi. Est-ce qu'il y a quelques questions avant de passer à la deuxième conférence? Monsieur Koulibaridze.
j'étais impressionné par votre idée de partage. Et je voulais tout simplement, vous avez parlé plusieurs fois des proches, des parents. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait valoriser de plus en plus le rôle des proches, dans la mesure où, de toute façon, je laisse la tête du Covid, mais en général, les hospitalisations sont très courtes actuellement. Souvent, c'est une journée, et souvent les malades doivent être pris en charge par quelqu'un. Et vers les années 2005, quand j'ai travaillé un peu sur la souffrance, il y avait une étude qui avait parlé de proximologie, c'est-à-dire qu'on voulait, c'est Novartis qui avait mis ce projet, on avait dit qu'il faudrait de plus en plus et que l'État donne de l'argent, des allocations aux familles pour essayer de créer justement un partage plus grand entre familles, médecins et malades. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Mais je pense que c'est une bonne voie à suivre. D'ailleurs, les projets de financement des soins palliatifs prévoient justement qu'il y ait une possibilité aux aidants soignants, aux proches et familiaux, de pouvoir diminuer leur temps de travail ou d'avoir des pécules pour pouvoir effectivement jouer le rôle soit de la personne de confiance, soit parfois du mandataire. Vous avez raison, je pense que ce serait bien qu'on valorise davantage et qu'on officialise le rôle des proches. C'est une transformation un peu radicale hein, du comportement médical. Moi, j'ai été encore éduqué dans la perspective où la famille était un élément parasite dans la relation entre un médecin et un malade. Hein. Il fallait se méfier de l'intervention familiale, c'était toujours quelque chose qui n'allait pas de soi, quoi. Et maintenant, en fait, on a changé complètement son point de vue. Mais malheureusement, les mœurs médicales évoluent lentement. Hein. C'est pas parce que vous avez une loi sur l'ordre du patient que tout d'un coup les médecins changent de comportement. Ça se fait un peu par osmose et progressivement. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Mais valoriser davantage le rôle familial, je pense que c'est important parce que ça affirmerait la position de l'aide-soignant vis-à-vis de l'institution hospitalière ou vis-à-vis du médecin. Effectivement. Une question tout Voilà, je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit et quand même faire une réflexion relativement à la famille. Moi, je serais très inquiet, pas pour la mienne, c'est rien, mais le rôle des familles est souvent extrêmement dangereux. Donc, il faudrait savoir de quelle famille on parle. Et donc, il faudrait une analyse préalable de la famille avant de lui confier cette possibilité d'intervenir dans le destin disons, de l'ancêtre. Ça me paraît catastrophique comme idée, fondamentalement. Sauf dans les cas heureux où tout se passe bien dans la famille. Imaginez les héritiers. Imaginez un peu un problème d'héritage dans ce contexte. Alors, je suis content que vous citiez le mot héritage, parce qu'effectivement, dans l'éducation que j'ai reçue en tant que médecin, c'était automatiquement l'argument qui est avancé par le professeur de déontologie ou le professeur de médecine légale, disant, mais je veux des familles, attention, parce qu'il y a l'héritage, hein, n'est-ce pas? C'est tellement tarte à la crème, excusez-moi, hein, c'est tellement tarte à la crème que pour moi c'est une idée parasite, hein, ça. C'est quelque chose qu'il faut effacer. Alors vous avez raison, ceci dit, vous avez raison de souligner que les familles ont par contre des expressions qui sont parfois extrêmement difficiles à gérer. Une famille, c'est souvent plusieurs personnes qui ont des avis contradictoires, divergents, et on part dans tous les sens. Effectivement. Et le rôle du professionnel est justement d'essayer, par son expérience et son savoir-faire, d'être celui qui tient l'église au milieu du village, si je peux parler comme ça. Bravo. Bravo. Et bon, effectivement, c'est un gros travail, hein, c'est évidemment un gros travail. Et effectivement,
j'ai une expérience un peu pointue de médecin. J'ai travaillé en soins intensifs, où je recevais des malades, des familles dans des situations graves. Des familles parfois nombreuses. Hein, on était souvent 10-12 personnes à affronter le docteur. Et donc, on m'a dit, tu vas faire des conférences familiales, j'appelle ça des conférences familiales. Bonne chance, hein, mon gars, bonne chance. Hein. Eh bien, dans la petite expérience que j'ai, ça se passe dans 90% des cas parfaitement bien. Et c'est profitable à tout le monde. Et effectivement, j'entends des gens, des membres familiaux qui s'expriment de manière tout à fait divergente ou contradictoire. Mais on parvient, au terme d'une discussion franche et honnête, à avoir des attitudes communes et à avoir une voie à suivre que tout le monde comprend pour finir. Et on cède parfois aussi du temps, aussi, évidemment, pour que les choses évoluent dans l'esprit de certains. Mais ça me paraît essentiel que le médecin soit capable d'affronter les membres familiaux. Et c'est la loi sur le droit du patient qui nous impose à nous tourner vers les référents familiaux. Nous ne pouvons pas prendre des décisions sans avoir l'avis du malade. Et en soins intensifs, comme nous ne l'avons plus, nous devons nous tourner vers la famille. Et là, l'expérience veut que prouve que même malgré les différences culturelles, les différences générationnelles, les différences géographiques, on parvient à avoir des discours et des comportements construits et cohérents. Ça demande du temps, hein. Effectivement, j'ajouterai la remarque suivante, c'est que dans l'emploi du temps d'un médecin hospitalier en soins intensifs, maintenant, sur une semaine de temps, il doit passer 2 demi-journées en moyenne par semaine à se concerter avec les familles. Alors qu'avant, c'était entre deux portes ou derrière un rideau qu'on donnait des nouvelles. Maintenant, on s'assied dans une pièce et on parle, et on prend le temps d'en parler. Et donc, le médecin généraliste est évidemment au domicile beaucoup moins armé que le médecin spécialiste entouré de ses murs, hein, et protégé par ses murs. Le médecin généraliste qui doit aller dans les familles, mais il a une position néanmoins privilégiée. Il connaît son patient, il connaît la famille, il a des points de repère et des points d'action qu'un spécialiste hospitalier n'a pas. Et donc je pense que ce discours que je viens de tenir, pour moi, qui a la petite expérience en soins intensifs, est valable aussi pour les médecins généralistes. Je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Là, peut-être que je suis un peu trop de gauche, mais bon. Une question de Jean-Paul Macaire. Ce matin déjà, on a parlé de refus par le patient d'achat de médicaments, voire de refus de traitement inclusif. Alors, quoi penser des patients qui refusent un vaccin obligatoire? Et pour être à la mode, quoi penser de rendre obligatoire un vaccin contre le Covid? Alors c'est vrai qu'il y a les impératifs de santé publique et de temps en temps il faut et c'est ce qu'on subit depuis le mois de mars, il faut que l'autorité publique impose certaines règles et certains comportements. Alors pour ce qui est des vaccins, il est évident qu'un vaccin ne fonctionne que si une majorité de la population le prend. Ça ne sert à rien en termes de santé publique. Hein. En termes de protection individuelle, ça marche. Je vais faire mon vaccin pour moi et le voisin ne le fait pas, tant pis. Mais mon enfant ne sera peut-être pas protégé parce que le voisin ne l'a pas pris, et ainsi de suite. Et donc, pour essayer d'éviter les conséquences d'une épidémie comme la nôtre, comme celle qu'on subit actuellement, si le vaccin est efficace, je pense qu'il faudra effectivement prendre des mesures dites de santé publique et imposer un vaccin à une majorité de nos concitoyens. Ça, je pense que ça ne me pose pas tellement de problèmes pour moi. J'ai subi les vaccins obligatoires depuis l'enfance. J'ai suivi aussi les prescriptions pour mes enfants, d'ITPR et autres. C'était obligatoire. Bon, pas poser de questions. Maintenant, sur le Covid, vous allez m'opposer évidemment sur le fait que le vaccin sera méconnu, on n'en connaît pas les conséquences, etc. Ben, oui, il faudrait bien qu'un jour on fasse une décision. On espère que le vaccin qui nous sera proposé sera le meilleur et le plus sûr. Mais voilà, je ne peux pas répondre franchement sur le plan
déontologique et philosophique sur le balancement entre l'autonomie individuelle et la jonction et le bien-être de la communauté. Je crois que de temps en temps, il faut savoir mettre un curseur vers l'un et vers l'autre pour le bien-être du plus grand nombre. J'aurais peut-être une réflexion de type utilitariste où quelle est la décision qui apporte le moins de mal à la majorité d'entre nous. Voilà. Je suivrai cette philosophie. Anne-Aurélie. Oui, j'étais un peu moins irénique que vous à propos de la participation des familles aux décisions. Quand on voit le procès qui vient d'être fait par une famille en Flandre, à 3 médecins qui avaient décidé, en conformité avec la loi, l'euthanasie d'une jeune femme psychologiquement fragile, on peut se demander si introduire la famille dans ces décisions, ça ne va pas créer très souvent le chaos, parce que les familles ne sont pas homogènes. Et là, une sœur était d'accord, deux non, etc. Mais la loi sur les droits du patient impose qu'on recherche la volonté du malade. Et si celui-ci n'est pas capable de le demander, de le dire, puisqu'il serait inconscient ou l'autre, on doit se tourner vers, 1, le mandataire, s'il n'y a pas de mandataire, 2, vers le conjoint, s'il n'y a pas de conjoint, vers les enfants majeurs, s'il n'y a pas d'enfants majeurs, chez les parents, s'ils existent toujours, s'il n'y a pas de parents, chez les frères et sœurs majeurs. Et vous êtes obligé de suivre la cascade. Hein. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un conjoint, des frères, des sœurs, et des parents, on parle à tout le monde. Hein. C'est ce que je faisais, je parle à tout le monde. Bien sûr, s'il y a un conflit, si je devais affronter un conflit, je m'appuierais sur la loi pour privilégier la vie du conjoint qui rapporte, à condition qu'il rapporte toujours la volonté du patient, c'est toujours la mission qu'on leur donne, hein, c'est de rapporter la volonté du malade et pas de rapporter leur volonté à eux. En Belgique, on a cette chance. Oui. Et donc, voilà, mais je n'ai jamais dû, en 25 ans de pratique, jouer les arbitres, hein, jamais. Pour des décisions lourdes de conséquences et prises souvent dans l'urgence, avec des morts à la clé. Je dois dire que, franchement, ça se passe bien. Mais je sais que j'ai dû affronter des divergences parfois importantes. Et bien, je prenais le temps, j'envoyais les familles une deuxième fois, une troisième fois, et puis on arrivait à un consensus. Pas toujours, effectivement, j'ai déjà eu des clashs complets, et là, j'ai la possibilité de dire on change. Hein. On n'est pas d'accord avec moi, on change. Changer de docteur. Et ça se passe souvent, mais avec un autre docteur, curieusement, qui tient parfois le discours quasi le même, hein. Mais il suffit de changer de tête. Alors je propose, je sais bien que j'ai dépassé le temps imparti. Déjà. J'ai pris la décision de quand même que chaque question puisse être reçue. Une dernière maintenant, quitte à raccourcir le débat final, parce que le débat final ne sera pas évidemment avec tous les conférenciers ici devant, étant donné les mesures qui sont les nôtres, certains. Donc je dépasse un petit peu le temps, je le sais bien, mais je pense que ça peut mieux tourner comme ça. Voilà, monsieur, une dernière question. Les établissements hospitaliers d'obédience catholique ont-ils encore tendance à empêcher, ou du moins à influencer la famille, etc. Ou bien est-ce que ça fait partie du passé? Alors, vous avez... Ou l'extrême option. Hein. Oui. C'est très variable d'une équipe soignante à l'autre. C'est très variable d'une équipe soignante à l'autre. Dans les institutions publiques, vous avez des personnes qui sont extrêmement frileuses à aborder la fin de vie. Et encore davantage à aborder une question visant l'euthanasie. Et même quand il s'agit de patients de gériatres qui sont normalement habitués à être confrontés à une fin de vie, et même s'agissant des oncologues qui sont en train de soigner des malades atteints de maladies mortelles potentiellement. Et donc, même dans mon hôpital public, je sais qu'il y a des médecins auxquels il ne faut pas, ils n'auront pas l'oreille. Vous n'aurez pas leur oreille, jamais. Ils vont freiner des 4 roues.
Et donc c'est valable aussi dans les hôpitaux confessionnels. Mais je sais que dans ceux-ci, vous avez des équipes et des médecins qui sont attentifs et qui pratiquent l'euthanasie conformément à la loi. Normalement, ils ne devraient plus avoir trop de difficultés à suivre la volonté de leurs patients, même dans ces milieux confessionnels. Voilà. Voilà. Encore un tout grand merci. Vous avez trouvé votre...